maladie grave, souvent mortelle, et similaire à la maladie à virus d'Ebola, qui est connue déjà dans la région. Alors, les signes cliniques ou les symptômes varient, mais la période d'incubation va de 2 jours à 21 jours, c'est-à-dire jusqu'à 3 semaines. C'est une maladie fulgurante avec une fièvre élevée au début, une forte céphalée, c'est-à-dire les maux de tête, et des malaises graves, peut présenter des myalgies qui sont des douleurs de muscles, et avec une diarrhée aqueuse et profuse. Le malade peut aussi présenter des douleurs et des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, surtout après le 3e jour, et peut présenter aussi des manifestations hémorragiques entre le 5e et le 7e jour, et avec des localisations de ces hémorragies en interne, mais aussi avec des issues externes. Et d'autres manifestations comme une atteinte du système nerveux peuvent être présentées par les personnes infectées. Et la mortalité survient généralement entre le 8e et le 9e jour. Et la maladie à virus de Marburg peut tuer jusqu'à 80% des personnes atteintes. Alors, le diagnostic est surtout difficile car il demande des examens de haute précision avec des équipements assez chers, et d'où une base clinique aussi confronte des problèmes de diagnostic différentiel, car il faut que la clinique distingue la maladie à virus de Marburg avec d'autres pathologies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, le shigellose, d'autres virus hémorragiques. Et cela demande que les cliniciens doivent faire attention quand ils sont confrontés à des manifestations que je viens de citer. Mais sinon, ils peuvent confirmer la maladie à virus de Marburg par des tests de laboratoire, avec prélèvement des échantillons dans le sang, par exemple. Et il y a des tests ELISA, des tests d'immunocapture des antigènes. Et il y a des tests PCR qui sont communément utilisés dans nos pays. Il y a aussi une microscopie électronique, mais aussi il y a des isolements par culture cellulaire. On cultive des cellules pour isoler ce virus. Et cela peut coûter, mais aussi ne donne pas de résultats de manière immédiate, et pour prendre des précautions le plus rapidement possible et dans le but de stopper la flambée de cette épidémie. Alors, il faut voir quelle est la transmission, comment se transmet cette maladie à virus de Marburg. C'est plutôt une exposition prolongée dans les mines ou les grottes abritant les roussettes, qui sont des variétés de chauves-souris qui habitent souvent dans les mines, les trous des mines ou les grottes, et les gens qui vont chercher des mines ou d'autres choses peuvent contacter ces virus et les propager au sein de la population au retour en contact avec la population restante. Ailleurs, la transmission est interhumaine. Après ça c'était l'origine, mais sinon la transmission est interhumaine et résulte beaucoup plus souvent des contacts directs à travers les muqueuses, les contacts avec le sang de la personne malade, des sécrétions ou tout autre liquide biologique qui provient de la personne infectée. Mais aussi, la maladie peut se transmettre à travers des contacts des surfaces ou des matériaux utilisés par la personne infectée,
et comme par exemple les vêtements, les ustensiles de cuisine, ou bien même les surfaces là où il était assis, les civières, les ambulances, toute autre surface qui a été en contact avec la personne atteinte du virus à Marburg. Il y a aussi un manque d'application des précautions additionnelles de lutte anti-infectieuse et de haut niveau, bien sûr. Ça, c'est au niveau des hôpitaux et des centres de traitement de ces maladies. Ou bien, la maladie peut se transmettre lors des cérémonies d'inhumation ou des rites funéraires que nous observons beaucoup plus souvent dans nos pays. Et là, c'est la source potentielle d'infection, de contracter ce virus, car on sait bien comment ces rites se font à travers les cérémonies funéraires. Alors, les personnes, bien sûr, doivent être, qui sont infectées, restent contagieuses durant toute la maladie, même après la maladie, parce qu'on a constaté que cette maladie les virus peuvent persister, surtout au niveau de l'intérieur de l'œil, ou bien au niveau des testicules chez les hommes, dans le lait maternel chez la femme, et les survivants de cette maladie peuvent rester contaminants pendant une longue période, durant jusqu'à 3 mois vers 6 mois. Donc c'est pour ça que les hommes qui ont contracté la maladie et qui ont survécu sont conseillés d'utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels, ou bien et aussi aller consulter régulièrement pour voir si la charge virale a été éliminée dans l'organisme. Alors la prévention, c'est ça qui nous importe beaucoup plus, repose beaucoup plus sur la méthode de contamination. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être contaminé? Alors, on sait bien on considère que les recettes sont les hôtes naturels de ce virus de Marburg. Par conséquent, le virus n'est pas pathogène pour ces chauves-souris. Des signes, il y a des singes verts plutôt d'Afrique qui sont considérés aussi comme des réservoirs, car vous savez bien que les premiers cas importés ont été importés de l'Ouganda. C'est à l'origine de l'infection chez l'homme. C'était en 1967 à Marburg et à Francfort, en Allemagne, mais aussi ce virus a été constaté à Belgrade, en Serbie, suite à l'importation de ces singes verts qui ont été importés de l'Ouganda. Et d'autres flambées ont été signalées, bien sûr, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Et les derniers cas ont été signalés en Ouganda, c'était en 2017, c'est pas très longtemps. Et c'était 3 cas, et ces 3 cas ont été tous tués par ce virus. Comme je vous ai dit, c'est un virus qui peut tuer à la totalité des malades contaminés, et avec une moyenne de 50 à 80% si les services de santé sont très performants. Alors la prévention ou le traitement, il n'y a pas de traitement de la maladie à virus de Marburg. Il n'y a même pas de vaccin jusqu'à maintenant. On sait bien que c'est une maladie rare et peut-être qu'il n'intéresse pas les fabricants de vaccins ou des médicaments parce qu'ils ont aussi un but commercial dans leur recherche. Alors, les malades contaminés arrivant dans les services de soins sont donnés
à des soins de soutien comme la réhydratation en intraveineuse, comme des traitements symptomatiques, des traitements de fièvre et d'autres manifestations symptomatiques, justement pour donner la chance à la personne de lutter contre ce virus et probablement de survivre. Il faut, alors, dans la prévention, il faut éviter à tout prix les risques d'exposition aux mines et aux grottes abritant les roussettes ou suspectées d'abriter les roussettes, ces chauves-souris actuellement qui restent des réservoirs de virus pour ce virus de Marburg. Alors, il faut éviter les contacts directs entre les personnes, les populations infectées, ou bien les populations avoisinantes. Comme on l'a vu, par exemple, le Rwanda et les autres pays limitrophes, c'est un tout petit pays. Et puis la population reste mobile. Et les contaminations interhumaines peuvent être très rapides et causer des flambées épidémiques et ainsi généraliser cette épidémie au sein de la population de la sous-région, d'où il faut faire une surveillance de la fièvre, une surveillance basée sur la mobilité de la population pour effectivement bloquer la transmission interhumaine. Il faut communiquer, bien sûr, les cas suspects le plus rapidement possible afin de mener des actions de lutte le plus rapidement possible au sein de la population, afin de protéger et de bloquer cette transmission entre les zones touchées et les zones non touchées. Alors là, il faut pratiquer une inhumation rapide, mais aussi sans risque, avec plus de précautions aussi d'inhumer la personne décédée de la maladie à virus de Marburg avec dignité. Et cela est dans la culture des populations, mais cette fois-ci, l'inhumation doit être rapide, mais en respectant bien évidemment la dignité humaine. Il faut maîtriser au niveau des services de santé, il faut qu'ils maîtrisent l'infection dans les établissements de soins. Il faut une hygiène des mains, une hygiène respiratoire, le port d'un équipement de protection additionnel pour lutter contre les infections. Ceux qui travaillent dans les milieux de soins savent ce que c'est la protection additionnelle. Il faut surveiller les patients après la guérison, car le virus persiste dans le lait maternel, comme je vous ai dit, dans les testicules ou bien à l'intérieur de l'œil jusqu'à 3 mois, voire 6 mois. Alors là, il faut faire des tests régulièrement et les survivants masculins de ce virus doivent pratiquer les rapports sexuels en utilisant les préservatifs et puis en pratiquant aussi des examens réguliers, des examens de laboratoire de manière régulière pour voir si la charge virale est terminée dans leur organisme.